Bienvenue à tous pour cette conférence consacrée à Marie-Antoinette sur un aspect particulier de sa vie, de ses goûts, c'est-à-dire sa passion pour le décor et la création sans cesse renouvelée, on va le voir, de ses lieux privés, de ses lieux intimes. Donc avant d'aborder cette question, on va donner quelques éléments de contexte, notamment quant à son caractère, quant à la spécificité de cette reine de France qui ne ressemble à aucune autre, et on va voir que ce sont des données qui éclairent directement le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et puis cette conférence, comme l'a dit Aude, nous donnera l'occasion aussi de revoir ces lieux intimes et de découvrir certains lieux qui sont encore en restauration. Vous le savez, que Versailles, comme toute bonne maison de campagne, est un chantier absolument constant depuis toutes ces années. Alors, en guise d'introduction, quelques éléments donc sur la particularité de cette reine de France. Aude le disait en introduction, cette reine mythique. Justement, pourquoi ce mythe? Eh bien, parce que cette reine, c'est aujourd'hui devenue une icône parce que, on le sait, dans l'imaginaire collectif, Marie-Antoinette, elle n'est pas seulement l'épouse de Louis XVI, elle est la reine presque par excellence. Chantal Thomas a une très jolie expression, elle parle d'un fantasme de reine. Une source de l'époque dit également que si on avait voulu imaginer une reine de France qui corresponde le mieux à l'esprit français, on aurait créé Marie-Antoinette. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement. Dans l'imaginaire collectif, elle figure presque comme la dernière reine de France, au point d'éclipser les véritables dernières reines de France, que sont les reines de la Restauration, Marie-Joséphine de Savoie pour le XVIII, Marie-Thérèse de Savoie et bien évidemment Marie-Amélie, l'épouse de Louis-Philippe. Et surtout aussi pour le public, le mythe vient vraiment du fait de ces derniers pointes, dernier âge d'or de Versailles qu'elle incarne, cette dernière splendeur finalement d'un monde qui va disparaître si vite, en quelques heures. Et puis, elle incarne également, on va le voir dans le décor, pour reprendre ce titre magnifique d'une exposition des années 70, un moment de perfection de l'art français, et en tout cas des derniers fastes d'une monarchie, d'un aboutissement véritablement du goût français pour le décor, pour le mobilier, et en tout cas de cette industrie du luxe dont le rayonnement fut sans pareil en Europe. C'est une icône, on l'a dit, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, elle alimente encore des débats passionnés dans la tradition révolutionnaire, cette reine frivole, cette reine dépensière, en tout cas c'est l'image évidemment diffusée par le parti républicain, ou à l'inverse, c'est bien les partisans d'une reine martyre, victime expiatoire de la Révolution française et qui aurait, par son supplice, vécu la passion de la monarchie. Les avis sont encore très vifs sur Marie-Antoinette, on le voit dans les débats. Et puis, une icône aussi parce que c'est son destin qui fascine. Et une icône parce que ce sont les écrivains qui se sont emparés de l'image de Marie-Antoinette, après cet oubli relatif après la Restauration, pour en faire un véritable personnage de roman, que l'on pense à Alexandre Dumas, aux frères Goncourt, bien évidemment, qui sont des amoureux autoproclamés de la reine, qui pour la première fois, vont commencer à collectionner une documentation tout à fait considérable sur la reine et qui, accompagnée d'un conservateur, marche aussi dans un Versailles déserté sur les pas de la reine, notamment au Petit Trianon. Ils ont une très jolie expression, ils ont l'impression de marcher dans la boîte à joujoux d'un enfant mort, en fait. Faut vraiment s'imaginer ce que pouvait représenter finalement ce Versailles éteint en ce milieu de 19e siècle. Et puis, qu'on songe aussi à Pierre de Nolhac, qui a beaucoup œuvré aussi pour la réhabilitation de son image et qui lui aussi, dans ces espaces vides, dans ce château déserté, poursuit ses traces et va publier notamment beaucoup d'ouvrages qui lui sont consacrés, et notamment ces deux ouvrages majeurs, La Reine Marie-Antoinette et puis La Dauphine Marie-Antoinette. Et puis bien sûr, personnage iconique et qui atteint pour la première fois dans les années 1930 une célébrité mondiale grâce à l'ouvrage de Stefan Zweig, publié en 1932, traduit dans des dizaines de langues, et qui pour la première fois va donner une image résolument nouvelle de Marie-Antoinette, en tout cas un des premiers portraits psychologiques tout à fait pénétrants. Il le dit dans son introduction, une nature moyenne, comme il le dit,
Ce qui est tout à fait confirmé par la correspondance. Quand on lit l'abondante correspondance, notamment de Marie-Antoinette avec sa mère, cela est tout à fait confirmé, finalement, une nature moyenne, et qui va se révéler lorsque l'histoire s'abat brutalement sur elle et se révéler plus qu'elle ne le pensait. Il faut toujours penser à cette phrase que Marie-Antoinette écrit dans une lettre à Mercier-Argenteau en 1791, lorsqu'elle est aux Tuileries. C'est dans le malheur qu'on sent davantage ce qu'on est. Et puis une icône parce qu'elle est encore partout, évidemment, aujourd'hui. On vient de parler des ouvrages et puis des films de cinéma. Nous allons ouvrir une exposition sur Versailles et la bande dessinée très prochainement. Évidemment, c'est une des héroïnes de bande dessinée, l'héroïne très célèbre de La Rose de Versailles, ce fameux manga très célèbre d'Ikeda. Et puis, on a évidemment tous les magazines de décoration qui louent le style Marie-Antoinette, les forums innombrables aussi qui collationnent ses souvenirs. Et donc, elle ne ressemble pas aux autres reines de France. Elle a véritablement un statut particulier et historiquement aussi. Historiquement, elle est différente par son caractère extrêmement sincère, spontané, on va le voir, qui se forge durant son enfance. Elle est très loin des reines hiératiques, intouchables, impénétrables, les reines traditionnelles de France, formées à la cour d'Espagne, qui est une cour à l'étiquette extrêmement rigide, avec la religion qui prend une très grande part dans la formation des princesses, ce qui n'est pas du tout le cas de Marie-Antoinette. Elle se distingue aussi par sa grande modernité. Immédiatement, lorsqu'elle arrive en 70, elle dicte un nouveau rapport à la monarchie. C'est une reine du présent, pour ne pas dire de l'instant. Elle change d'avis extrêmement souvent, elle est extrêmement vive. Et justement, on ne demande pas du tout à une reine de représenter le présent, mais au contraire, le passé, la tradition, le côté immémorial. Et donc cette reine qui, selon les termes de l'époque, veut toujours être au goût du jour, et dans les décors aussi, qu'elle renouvelle sans cesse, eh bien là aussi, elle se distingue bien évidemment par rapport aux précédentes reines de France. Marie-Antoinette, elle le regarde vraiment toujours vers le présent, aussi vers le futur. On voit bien dans l'inspiration de ses décors, de ses jardins, elle ne regarde pas vers l'Italie, qui était le modèle jusqu'alors, mais elle regarde vers l'Angleterre, évidemment, cet nouveau pays qui concentre toute l'attention, que ce soit pour les divertissements, les chevaux, la mode, l'habillement, évidemment, on va le voir. Et puis enfin, c'est une reine qui se distingue aussi par sa très grande liberté, bien entendu, une liberté qui est profondément enracinée en elle. Voilà un extrait de la correspondance de Mercier-Argenteau, donc l'ambassadeur de Vienne à la cour de Versailles. Le sentiment qui perce déjà en elle et son désir, ou plutôt sa volonté décidée, était d'être absolument indépendante. Elle a assez fait connaître dans toutes les occasions qu'elle ne veut être ni gouvernée, ni dirigée, ni même guidée par qui que ce soit, autrement dit, le roi y compris. On va le voir. Et donc, évidemment, sa liberté par rapport aux conventions, sa liberté, on va le voir, par rapport à l'étiquette, évidemment, qu'elle comprend mal, malgré les exhortations de sa mère. Et puis, par l'abandon aussi progressif du costume traditionnel de la reine de France. On le voit bien dans tous les portraits. Elle est là aussi très loin de cette image de la reine hiératique, sanglée dans son costume. Mais ce costume traditionnel de la reine extrêmement lourd, eh bien, c'était aussi une protection. Le costume, c'est un véritable langage politique pour les gens qui ont vu l'exposition Costumes de cour. C'était vraiment démontré d'une manière tout à fait claire. Il y a un très beau, je pense d'ailleurs, un très beau titre d'un livre brillant de Philippe Ancel qui s'appelle Dressed to Rule, habillé pour régner. Et on va voir que cet abandon progressif du costume traditionnel va aussi finalement créer une nouvelle vulnérabilité de la reine, qui n'a plus cette barrière finalement. C'est la distance aussi, le costume, qui la distingue des autres et en soi qui la protège. Et puis enfin, dernier point, cette introduction sur cette reine pas tout à fait comme les autres, c'est une reine qui est sur le devant de la scène, alors qu'évidemment la reine traditionnelle en France n'a évidemment aucun rôle politique, comme vous le savez depuis la loi Savic, mais elle est traditionnellement repliée dans ses cabinets, confite en dévotion ou avec des occupations d'œuvres de charité, accompagnée de ces quelques dames de compagnie qui sont là évidemment pour leur rang, mais elle n'est évidemment pas sur le devant de la scène. C'était évidemment le cas pour Louis XIV, ça l'était évidemment encore pour Louis XV. Pourquoi elle est aussi autant sur le devant de la scène? On parlait de Louis XV parce que Louis XVI est le seul roi de l'histoire de France à ne pas avoir eu de favorite.
Et finalement, par une ironie tragique, cela va se retourner contre Marie-Antoinette et contre Louis XVI aussi, qui va finalement paraître comme un roi plutôt faible, parce que cette favorite qui a toujours été là, finalement, elle protégeait la reine, qui était du coup dans la distance, qui paraissait intouchable et sacrée. La reine, la favorite à la cour, elle a un rôle d'exutoire, elle absorbe l'adulation, et puis tout de suite après, elle absorbe l'exécration, parce qu'on adore détester ce qu'on a adoré hier, donc à la grâce succède la disgrâce, et finalement, Marie-Antoinette étant la seule reine, bien évidemment, mais n'ayant pas de favorite, elle est directement en proie, elle est privée de ce rôle, comme disent les historiens, de paratonnerre que crée la favorite en la cour. Elle absorbe tout, et c'est aussi une position de grand danger. Et enfin, elle est sur le devant de la scène parce que Marie-Antoinette, c'est la première célébrité de l'histoire. Et j'emploie vraiment le terme célébrité. On l'a dit dans l'introduction, c'est une icône, elle est partout aujourd'hui, c'est la reine la plus célèbre du monde. Son seul prénom suffit à la désigner. Hein. Vous dites Marie-Antoinette à n'importe qui, vous dites Marie-Thérèse, on vous demandez, mais Marie-Antoinette, son seul prénom suffit à la désigner dans le monde entier. Et c'est une célébrité parce que la célébrité a été inventée justement à cette fin du XVIIIe siècle. Il y a un ouvrage absolument majeur qui est paru il y a quelques années de Antoine Lilti, qui est un très grand sociologue, et qui a écrit Les figures publiques, l'invention de la célébrité. Et il commence son ouvrage tout à fait passionnant par l'exemple de Marie-Antoinette. La célébrité, il étudie cette nouvelle forme de notoriété qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Avant, on avait la gloire qui était universelle et posthume, il y avait la réputation locale, et puis cette célébrité qui apparaît, et elle apparaît par une sorte de concours de circonstances à la toute fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une exposition médiatique exponentielle, et effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il y a une multiplication des journaux, des imprimés, des images, des gravures qu'on ne peut plus contrôler, et on voit bien très vite, vous connaissez parfaitement l'histoire de Marie-Antoinette, que très vite son image lui échappe, évidemment avec les conséquences très néfastes que cela aura dans la dernière partie du règne. Je vous renvoie à l'ouvrage majeur de Chantal Thomas, La reine scélérate, surtout cette reine en proie à cette presse médiatique, cette presse à scandale, hein. On emploie aussi ce terme à l'époque parce qu'il y avait une curiosité pour la vie privée. Et Marie-Antoinette, c'est la première reine qui veut une vie privée, parce que si on est à la fin du XVIIIe siècle et que la vie privée, c'est une nouveauté, c'est de son temps. Mais la vie privée attise la curiosité de la presse à scandale, qui vont inventer évidemment toutes sortes de fantasmes, parce qu'elle suscite aussi le fantasme, cette reine. Et elle est en proie aussi à cette nouvelle force qui naît à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'opinion publique, qui est aussi directement liée à la presse, qui est une force qui va presque contrebalancer le pouvoir royal, ou en tout cas le mettre en péril aussi. Donc elle est en proie à cela. Et puis le troisième facteur qui fait qu'elle devient comme ça cette célébrité sur le devant de la scène, et donc plus protégée, c'est au fait d'avoir une sorte de marché. Marie-Antoinette, elle rapporte à l'époque. Hein. Le Père Duchesne, il tire à 80 000 exemplaires. Hein. Les gravures de mode, eh bien, on prend la tête de Marie-Antoinette et on la met sur n'importe quelle gravure de mode pour faire vendre. Donc on a tous ces éléments aussi. C'est pour ça que c'est aussi une reine très actuelle qui nous touche aujourd'hui. Elle nous touche par son caractère très humain, avec ses imprudences, ses défauts. Et puis elle nous touche aussi parce que finalement cette société qui va la broyer finalement à la toute fin du XVIIIe siècle, elle est très proche aussi de cette société médiatique qui peut effectivement broyer comme ça un personnage public à la fin du XVIIIe siècle comme aujourd'hui. Et finalement cette reine, ce pouvoir relatif, qui est un pouvoir très relatif, ce qui n'est pas un pouvoir politique, mais cette reine qui est perpétuellement, qui occupe le devant de la scène, eh bien, ça va créer aussi ce malaise à la cour, une sorte on va le voir avec ses commandes de travaux, ses manières de diriger les architectes, une sorte de bicéphalie. Il est là le malaise. Il est moins dans une crise de la représentation, parce qu'on a beau dire, effectivement, elle se soustrait à ses devoirs de représentation. La cour fonctionne quand même. Les devoirs de représentation sont quand même allégés, bien entendu, par rapport à la lourdeur du siècle de Louis XIV, mais ils sont toujours là. Mais surtout, par rapport à cette sorte de bicéphalie, c'est-à-dire que désormais, ce n'est plus le roi, le seul arbitre de la cour, qui distribue les grâces, qui commande, mais le roi et la reine. On va le voir notamment, elle donne des fêtes en son nom, un peu comme l'a fait Louis XIV, et ça crée une sorte de malaise, d'abord évidemment à la cour, et puis ensuite se diffusera
à Paris dans la population. Alors, commençons au commencement, c'est-à-dire à son enfance. Donc Marie-Antoinette naît le 2 novembre 1755, donc elle est la 15e enfant, vous voyez ici dans ce beau portrait de famille de Mettens, qui est dans nos collections, la 15e enfant du couple impérial, donc de François Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et puis à droite, enfin à gauche pour vous, Marie-Thérèse d'Autriche, l'héritière des Habsbourg. Et la petite archiduchesse, eh bien, elle passe une enfance relativement insouciante, donc très différente des infants d'Espagne, évidemment, relativement insouciante, à la fois à Schönbrunn, dans la résidence de campagne que Marie-Thérèse vient de faire restaurer, et puis à la fois à Vienne, à la Hofburg. Et insouciante aussi parce que l'étiquette à la cour de Vienne est beaucoup plus souple qu'à la cour d'Espagne, évidemment, qu'à la cour de France, et on favorise largement le jeu, les divertissements. Il y a une grande proximité de cette famille incroyable, de ces 15 enfants, de cette abondante progéniture avec leurs parents, dans un esprit, les sources disent un peu bourgeois presque, de côté un peu direct comme ça. Et cette très grande liberté, bien évidemment, Marie-Antoinette va s'y habituer. Et donc l'enfant, alors on voit ici, voilà, dans un autre portrait, il y a de multiples versions de ce portrait très célèbre. Donc, je crois que Marie-Antoinette est ici, c'est l'avant-dernière enfant. L'enfance va se passer, alors évidemment, avec tous ces loisirs qu'offre la cour de Vienne, en jeu, le goût, de là vient son goût de la fête, de la musique, le divertissement musical et théâtral, qui seront aussi les deux passions de Marie-Antoinette. La musique, quand on regarde le contenu de ses bibliothèques, c'est beaucoup de musique, bien évidemment, et de théâtre, sont largement favorisés. Schönbrunn vient de créer un petit théâtre privé du château, comme c'était la mode à l'époque, et il était de tradition que les pièces dans ce château impérial soient jouées par les enfants. Et donc ici, vous avez dans ce tableau de Weikert, qui est exposé au château de Versailles, Marie-Antoinette, ici, qui danse le ballet du Triomphe de l'amour, et qui est un ballet qu'elle danse avec ses frères et sœurs pour le premier mariage en 1765 de son frère Joseph. Et puis, une enfance insouciante parce qu'elle n'est pas non plus torturée par ses gouverneurs et ses gouvernantes, qui sont, pour son éducation, plutôt très lâches. Et puis, elle, très rapidement, on le voit dans les sources, eh bien, elle a un tempérament très charmeur, très espiègle, et donc elle échappe très facilement aux leçons. Là, on le voit, notamment dans ce magnifique dessin de Jean-Étienne Lyotard. C'est une des plus belles collections à Genève, de ce très joli portrait fascinant de Marie-Antoinette à sa navette, qui apprenait à broder, qui était une des occupations majeures des jeunes princesses en Europe. Et donc, Marie-Antoinette, vers 1765, donc elle a 10 ans, et Marie-Thérèse, à la mort de François Ier, donc en 1765, règne seule sur un territoire immense, et afin d'assurer à la fois la paix de cet immense empire et d'assurer la position de l'Autriche en Europe, eh bien, elle va nouer les premières relations pour proposer un traité de mariage à Louis XV, comme vous le savez. Et donc, ça, c'est vraiment Marie-Thérèse qui, on dit qu'avec ses très nombreuses progénitures, elle est comme un échiquier matrimonial, et puis elle va placer évidemment ses enfants sur toutes les cours d'Europe, mais évidemment, le morceau de choix, ça va être évidemment la plus belle cour d'Europe, c'est évidemment la France. Donc, dès 65, Marie-Thérèse fait savoir à la France qu'elle recherche une alliance. Et pourquoi cette alliance en 65 entre les Habsbourg et les Bourbons, qui sont les deux ennemis traditionnels jurés depuis 200 ans? Elle intervient évidemment dans le cadre du renversement des alliances qui a eu lieu 10 ans avant, en 1756, avec une nouvelle séparation de l'Europe, une alliance franco-autrichienne qui va se concrétiser par le mariage de Marie-Antoinette, face à une alliance de la Grande-Bretagne, bien entendu, et de la Prusse. Et donc, du côté français, le ballet diplomatique commence. Je vous passe les détails, mais ça dure 4 ans. 4 ans volontaires. C'est tout à fait amusant de lire notamment les correspondances du marquis de Durfort, qui est donc l'ambassadeur français à Vienne. Louis XV donne des instructions pour rester très circonspect,
pour laisser Marie-Thérèse, dit le marquis Durfort, c'est les ordres qu'il reçoit du roi, dans une véritable incertitude sans toutefois ne jamais la décourager. Et donc ce ballet dure finalement 4 ans avec des échanges de portraits, mais sans jamais il y ait une acceptation de Louis XV. Et puis Louis XV, il rencontre des oppositions évidemment à cette alliance antinaturelle. Rappelons que le dauphin et Marie-Joseph de Saxe, les parents de Louis XVI, étaient très contre cette alliance, évidemment. Marie-Joseph de Saxe aurait privilégié une princesse qui vienne de Saxe. Et donc, en 65-67, donc à la mort du dauphin et de Marie-Joseph de Saxe, eh bien, le duc de Choiseul persuade Louis XV d'accepter finalement cette alliance. Et Louis XV, qui a d'ailleurs une très grande admiration pour le caractère et le courage de l'impératrice, accepte évidemment cette alliance pour aussi conserver l'équilibre des puissances européennes et puis asseoir aussi la position de la France en Europe centrale. Alors c'est un nouveau stade dans l'éducation. Alors voilà, notamment une gravure de Gauthier d'Agotis sur l'échange des portraits. On voit ici à Louis XV au centre. Voilà, le dauphin ici. Et le premier portrait qu'on a chez nous, un portrait de Ducreux qui arrive de Vienne en France pour montrer le visage de Marie-Antoinette. Donc c'est un nouveau stade, une fois que l'acceptation, enfin une fois que la demande officielle de mariage arrive à Vienne, eh bien Marie-Thérèse découvre avec effroi que l'éducation de sa fille a été pour le moins légère. Marie-Antoinette sait à peine lire et parle très mal le français. Et donc il y a une reprise en main très ferme. Et donc en moins de 18 mois, il faut rattraper le retard. Donc elle renvoie les gouvernantes très complaisantes, comme je l'ai dit. D'ailleurs, dans les archives de Vienne, il y a un travail d'enfance, un devoir d'enfance de Marie-Antoinette. Et on voit donc la Madame de Brandéis, qui était sa gouvernante, qui faisait le devoir à la place de Marie-Antoinette au crayon à papier, et Marie-Antoinette qui n'avait plus qu'à recopier à l'encre le devoir déjà entièrement rédigé. Et donc la Madame de Brandéis est renvoyée, elle est remplacée par la comtesse de Lerchenfeld, beaucoup plus sévère. L'éducation française commence. Très rapidement, Noverre, le danseur français, arrive pour lui donner des cours de danse, Larseneur, le coiffeur, arrive, Lavéran, le dentiste, les comédiens Offren et Sainville qui donnent des cours de maintien, de diction, de déclamation, et puis surtout, ça ne suffit pas, bien entendu, Marie-Thérèse charge Mercier-Argenteau de trouver le précepteur pour rattraper le retard de sa fille dans son éducation, notamment littéraire. Et c'est l'abbé de Vermont qui va être recruté, qui est docteur en Sorbonne, bibliothécaire au Collège des Quatre Nations, et qui va arriver à Vienne. Et l'abbé de Vermont nous donne, c'est très très intéressant, les tout premiers témoignages du caractère profond de Marie-Antoinette, puisqu'il décrit un peu sa nouvelle élève, avec des mots assez justes et qui traduisent bien en fait les traits qui vont rester de Marie-Antoinette. Alors voici, voilà le portrait que l'on a chez nous. Alors, il écrit le 21 janvier 1769. Je suis certain que notre cour et la nation française seront ravis de notre future dauphine. Elle allait une figure charmante, un caractère particulièrement séduisant. Son caractère, son cœur sont tout à fait remarquables. Madame l'archiduchesse s'y est montrée fort capable de raisonnement. Elle a énormément de jugement. J'avoue que c'est l'article sur lequel j'ai le moins gagné. Là, il parle de l'écriture. Alors là, c'est absolument terrible. Il a gagné beaucoup d'attention et beaucoup de progrès dans tous les domaines, histoire, etc. Mais alors sur l'écriture, vraiment, et c'est marrant quand on voit les lettres autographes, hein, elle garde toute sa vie une écriture plutôt maladroite. Et puis, il a des remarques très justes. Elle a plus d'esprit qu'on ne lui a cru pendant longtemps. Malheureusement, cet esprit n'a été accoutumé à aucune contention jusqu'à l'âge de 12 ans. Un peu de paresse, beaucoup de légèreté m'ont rendu son instruction plus difficile. J'ai commencé pendant 6 semaines par des principes de belles lettres. Elle m'entendait bien lorsque je lui présentais des idées tout éclaircies. Son jugement était presque toujours très juste, mais je ne pouvais l'accoutumer à approfondir un objet, quoique je sentisse qu'elle en était tout à fait capable. J'ai cru qu'on ne pouvait appliquer son esprit qu'en l'amusant. Alors ça va évidemment rester beaucoup, notamment pendant toute la période où elle est dauphine et où elle va subir les injonctions continuelles de sa mère et
de Mercier et de l'abbé de Vermont pour avoir des applications beaucoup plus sérieuses de lecture. Et elle reste, il faut se rappeler qu'elle a 14 ans, elle restera très enfant et elle ne pourra en tout cas appliquer son esprit qu'en s'amusant. Alors, c'est enfin le mariage à Vienne. Donc la demande officielle arrive le 16 avril 1770 par le marquis de Durfort, et on remet à ce moment-là à Marie-Antoinette autour du cou un petit médaillon qui a été peint par le miniaturiste suédois Peter Hall. On le remet autour du cou de Marie-Antoinette, et immédiatement, 3 jours après cette demande, eh bien c'est le mariage à Vienne, comme vous le savez, est un mariage par procuration. C'est-à-dire que c'est l'archiduc Ferdinand qui est ici, qui joue le rôle de l'époux, et 2 jours après ce mariage officiel a lieu le départ, c'est-à-dire les adieux définitifs de Marie-Antoinette avec son pays. Donc le 21 avril 1770, elle se met en route pour sa nouvelle patrie. Ici, le coffre de voyage de la Dauphine avec lequel elle arrive en France, qui est conservé au château de Compiègne, et puis le grand nécessaire de voyage qui est conservé au Louvre. Alors, le cortège est tout à fait extraordinaire. Louis XV a fait envoyer à Vienne des carrosses, enfin, des berlines tout à fait d'un luxe inouï, par le fournisseur francien, avec du bois précieux entièrement doré, des vitres en cristal, ornées de lapis, 48 carrosses, ce qui est absolument considérable. C'est un des plus grands cortèges de l'histoire de France, 340 chevaux. Pendant 2 semaines, sous les vivas, Marie-Antoinette le raconte, dans des toutes premières lettres qu'elle écrit à sa mère, raconte à quel point elle est émue de voir ce peuple qui l'acclame dans chaque ville, à Strasbourg bien entendu, où a lieu la remise de l'épouse, comme vous le savez. Et puis ensuite, elle arrive à Compiègne, et c'est là qu'elle va rencontrer pour la première fois, évidemment, le dauphin. Alors, un mot sur Marie-Thérèse, qui est un personnage, quand on étudie, évidemment, vous avez peut-être lu déjà beaucoup la correspondance, qui est absolument fascinante. C'est un personnage absolument magistral, très fine psychologue, qui, par ses remarques, ses analyses aussi dans les lettres de Marie-Antoinette, et puis ses prévisions. Parfois, c'est tout à fait glaçant de voir à quel point, par des détails, Marie-Thérèse prévoit ce qui va se passer, les conséquences dramatiques des imprudences de Marie-Antoinette. Eh bien, elle éprouve quelques inquiétudes, parce qu'elle est très bonne psychologue, elle connaît parfaitement sa fille, et elle éprouve quelques inquiétudes, finalement, après avoir tant œuvré pour cette alliance, eh bien, d'envoyer Marie-Antoinette un peu légère, comme tête avant, comme dit son frère Joseph II, dans la cour la plus rigide d'Europe, et la cour la plus cruelle aussi. Eh bien, avant le départ, elle l'installe pendant 2 mois dans sa chambre. Donc Marie-Antoinette dort dans sa chambre, et puis elle lui, par des longues conversations, la prépare aussi à des hautes destinées. Et puis lorsqu'elle part, elle lui donne des instructions, comme vous le savez peut-être. D'abord des instructions, on ne le dit pas assez, de François Ier, l'empereur, qui avait rédigé avant de mourir pour tous ses enfants des instructions. Je lis par exemple les instructions qu'il avait rédigées pour Marie-Antoinette, où il lui recommande de prendre sur vous tous les ans 2 jours pour vous préparer à la mort. Elle ne l'a pas vraiment fait. Et puis, ses propres instructions, rédigées, elle par Marie-Thérèse, un règlement, comme le disent, un règlement à lire tous les mois, avec les injonctions à la lecture, à la prière, à l'examen de conscience, etc. Et puis aussi des instructions particulières pour essayer de la guider sur cette vie à la cour. N'écoutez personne, ne vous chargez d'aucune recommandation, ne faites jamais rien par votre tête. On va voir que c'est pas vraiment le cas. Répondez à tout le monde avec grâce et dignité, etc. Et puis aussi une lettre à Louis XV, 3e niveau d'instruction, pour excuser sa fille eh bien de son manque de légèreté, de lui rappeler que c'est encore une enfant, et d'être indulgent, et d'être un bon père finalement avec cet enfant. On sent évidemment qu'elle n'est pas tranquille, et elle n'est pas tranquille, comme vous le savez, au point de mettre en place, au moment du départ de Marie-Antoinette, un véritable réseau d'espionnage, avec donc Mercier-Argenteau, son ambassadeur, relié par l'abbé de Vermont aussi, qui joue le rôle d'indicateur, qui est un véritable espionnage. Souvent, les historiens se demandent est-ce que Marie-Antoinette était finalement au courant qu'elle était espionnée, qu'il y avait des rapports qui partaient. Pas du tout. Vraiment, quand on lit la correspondance, on voit bien que parfois, quand
elle est très étonnée d'apprendre par sa mère que des menus détails ou des menus erreurs qu'elle a faites. Elle pense que c'est Gustave III ou sa sœur qui lui a joué un mauvais tour parce qu'elle est jalouse, mais elle ignore totalement, évidemment, cette correspondance qui est absolument fascinante entre Mercy et Marie-Thérèse, avec 2 niveaux de correspondance, donc des très longs rapports officiels qu'il adresse donc jour le jour, heure par heure, sur les faits et gestes de Marie-Antoinette, mais que l'impératrice pouvait montrer à son fils, l'empereur, ou à d'autres, et puis une correspondance encore plus secrète avec le sceau Tibisoli dessus, qui sont aux archives de Vienne, Tibisoli, seulement pour toi, avec donc un 3e niveau vraiment secret d'informations sur Marie-Antoinette de Mercy à Marie-Thérèse. Et c'est aussi ce fait, cette source extraordinaire, cette abondance de sources sur Marie-Antoinette qui fait aussi qu'il y a aussi autant de livres, on a toujours des choses à découvrir, on a une correspondance qui est absolument majeure tout au long de sa vie, on a aussi la correspondance de Joseph II et de Léopold, on a la correspondance évidemment de Mercy avec d'autres membres, on a la correspondance de Marie-Antoinette et de sa mère, et puis on a tous les mémorialistes qu'il faut croiser, mais c'est une 50aine de mémorialistes. Donc les sources sont absolument énormes aussi sur Marie-Antoinette, qui en fait aussi un terreau tout à fait fascinant. Et puis, ce qui est unique aussi avec cette reine de France, c'est qu'à la fois, grâce à ces sources, on a un contenu extrêmement important. Je vous invite vraiment à vous replonger dans toutes ces correspondances. On a jour par jour, heure par heure, tout ce qui se passe, mais c'est aussi une source d'analyse, puisque comme il s'agissait d'observer Marie-Antoinette et puis de l'analyser pour essayer de prémunir ses imprudences, c'est déjà une analyse sur son caractère, les moindres faits et gestes qui apparaît dans ces sources directes pour la correspondance, des sources un peu plus indirectes pour les mémorialistes, où il faut les recouper, parce qu'il y a des mémorialistes comme Besenval, par exemple, qui fait partie de son premier cercle, et puis ensuite qui a été écarté, et dans ses mémoires, il est absolument cruel et beaucoup trop avec Marie-Antoinette. Donc, il faut aussi croiser, les mémorialistes sont toujours un peu mus par leur place à la cour, mais la correspondance, elle est absolument fascinante. Donc, voici un portrait de Mercy Argenteau, qui va l'accompagner chaque jour de sa vie. Et puis le dauphin qu'elle rencontre donc la toute première fois lorsqu'elle arrive à Compiègne, le 14 mai 1770. Et puis, je passe pour terminer cette histoire de l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles. Le jour même, ils ne passent pas par Paris. Le 16 mai, ils arrivent directement à Versailles, dans les appartements de la Dauphine. Elle revêt son habit de mariage, le duc de Cruy, d'une magnifique robe en drap d'argent. Et puis, c'est le mariage. Donc, c'est un mariage, une simple bénédiction nuptiale, puisque le véritable mariage a eu lieu à Vienne. Et puis, la sortie dans la Galerie des Glaces, le jeu du roi, le soir, le grand festin royal dans l'Opéra Royal tout juste achevé. Un orage éclate, l'illumination et le feu d'artifice est annulé et reporté. Et le soir, ils sont conduits donc dans la chambre nuptiale et le lit est béni par l'archevêque de Reims. Et puis, ensuite, les fêtes commencent, à la fois à Versailles, 3 jours de fêtes, tout à fait considérable, des bals parés, des pièces de théâtre. Et puis, alors là, on n'a pas d'image du feu d'artifice de Versailles, mais une image du feu d'artifice des fêtes qui ont lieu à Paris. Ce feu d'artifice, tout à fait, sans doute le plus beau de l'histoire de France. 2 ans de préparation de la part des menus plaisirs. Il y a un carton aux archives nationales sur les fêtes de Marie-Antoinette, où on a tout le détail, 30 500 fusées, 90 000 lampions, 603 000 terrines, 4 492 chandelles. Dans ce carton, il y a aussi tous les acteurs de ces fêtes qui réclament à corps et à cri d'être payés. Et on a même des lettres qui datent de la Révolution et les veuves qui demandent d'être payées pour l'investissement qu'ils ont fait pour le mariage. Alors ça, on va en reparler tout le temps. Ça, c'est toute l'histoire des bâtiments du roi. C'est-à-dire que les artisans sont très, très rarement payés. Enfin, ne serait-ce que quand on pense par exemple au relief de la Galerie des Glaces par Ladoireau, c'est la veuve Ladoireau qui a touché le montant du travail. Pareil pour la pendule de passement qui n'a jamais été. Enfin, ça, c'est vraiment constant et on va le voir dans les décors. Les ouvriers menacent constamment tous les jours de quitter les chantiers parce qu'ils ne sont pas payés. Sur ces fêtes, vous connaissez le mot de l'abbé Terray, le ministre des Finances. Louis XV lui demande ce qu'il pense de ces fêtes. C'était pour lui, évidemment, 9 millions de livres. Et ces fêtes, c'était absolument
considérable. Pour 100 000 livres, vous avez un beau château à l'époque. Donc 9 millions de livres. Mais évidemment, il fallait faire de ces fêtes les plus somptueuses du règne. Et puis, il fallait que, après les revers de la guerre de 7 ans, Louis XV montre bien à toute l'Europe que la France était bien le plus beau royaume d'Europe. Et puis, il fallait aussi faire une publicité, je dirais, du tonnerre face à cette alliance franco-autrichienne qui est encore pour beaucoup totalement non naturelle. Et donc, Louis XV demande à l'abbé Terray, le ministre des Finances, ce qu'il pense des fêtes. Et l'abbé Terray répond de façon très ironique, absolument impayable, sire. Alors, les premiers pas à la cour de Versailles, donc le jeune couple est absolument adulé. Ça, c'est normal, hein. On pourrait le dire aujourd'hui. Un nouveau président de la République est toujours auréolé de tout l'avenir qu'il représente pour le royaume à l'époque. Chacun projette ses espérances, ses rêves sur ce nouveau couple. On le sent notamment dans la correspondance de Marie-Antoinette, dans l'entrée qu'ils font à Paris au printemps 73, une entrée triomphale, leur première entrée à Paris où ils se présentent au peuple français. 200 000 personnes devant le balcon de l'hôtel de ville qui les accueillent. Et Marie-Antoinette est très émue, elle l'écrit à sa mère. C'est une très, très jolie lettre, surtout quand on connaît 20 ans plus tard la suite de l'histoire. Donc le 14 juin 73, Marie-Antoinette raconte: « J'ai eu mardi une émotion extraordinaire que je n'oublierai jamais de ma vie. Nous avons fait notre entrée à Paris. Pour les honneurs, nous avons reçu tous ceux qu'on peut imaginer. Quoique fort bien, mais ce n'est pas cela qui m'a touché le plus. C'est la tendresse et l'empressement de ce pauvre peuple qui, malgré les impôts dont il est accablé, était transporté de joie de nous voir. Lorsque nous avons été nous promener aux Tuileries, il y avait une si grande foule que nous avons été 3 quarts d'heure sans pouvoir avancer ni reculer. Monsieur le Dauphin et moi-même avons recommandé plusieurs fois aux gardes de ne frapper personne, ce qui a fait un très bon effet. Il y eut un si bon ordre dans cette journée que malgré le monde énorme qui nous a suivis partout, il n'y eut personne de blessé. Au retour de la promenade, nous sommes montés sur une terrasse découverte, l'hôtel de ville, et y sommes restés une demi-heure. Je ne puis vous dire, ma chère maman, les transports de joie, d'affection que nous ont témoignés dans ce moment. Avant de nous retirer, nous avons salué avec la main le peuple, ce qui a fait grand plaisir. Qu'on est heureux dans notre état de gagner l'amitié de tout un peuple à si bon marché. Il n'y a pourtant rien de si précieux. Je l'ai bien senti et je ne l'oublierai jamais. » Donc Marie-Antoinette découvre la cour de France, ce pays-ci, elle le dit dans ses correspondances, on appelle ce pays-ci Versailles, ce monde de la cour. Elle découvre un univers lourd, empesé. Il faut rappeler que la dauphine hérite de toute la maison de Marie-Joseph de Saxe, sa belle-mère, donc elle a entouré finalement à la fois dames de compagnie, dames de service qui sont très âgées, la vieille cour, comme on dit, qui était à la fois aussi comme le règne, après 54 ans de règne un peu essoufflé. Sa maison est dirigée par la comtesse de Noailles, très rigide, comme vous le savez, qu'elle n'a pas tardé à surnommer Madame l'Étiquette. Et puis, il y a mesdames, les filles de Louis XV, aussi âgées que malveillantes, disent les sources, qui sont absolument expertes en guerre de cour, en intrigue, et qui vont, il faut se rappeler que Madame Adélaïde, c'est la chef du parti anti-autrichien quand même, et donc elle va prendre sous son aile vraiment malveillante Marie-Antoinette, et notamment c'est elles qui vont exciter Marie-Antoinette pour qu'elle n'adresse pas la parole à Madame du Barry, par exemple. Marie-Thérèse, dans sa correspondance en 71-72, lui dit « Libérez-vous de vos tantes, n'écoutez plus vos tantes, etc. Ce n'est pas votre rôle. » Donc voilà, elle est entourée d'un univers à la fois âgé, empesé. Elle commence à découvrir c'est le plaisir de les cours de France, c'est-à-dire ces clans qui sont des clans ennemis, minés par les jalousies, les rivalités depuis plusieurs générations. Et puis elle découvre, comme vous le savez, cette vie de perpétuelle représentation, l'accessibilité et la visibilité permanente des souverains, c'est fondateur de la monarchie française. Je ne reste pas là-dessus, mais rappelez-vous Madame de Campan décrivant l'habillement de la reine, c'est absolument savoureux. Et puis cet être très libre, très spontané, avec ce cœur très ouvert de Marie-Antoinette, eh bien, il va tout de suite mal s'adapter finalement à la complexité de cette cour de France. Et puis elle est encore très enfant, je vous le disais, elle a 14 ans. Le roi même, Mercy le dit, le roi même la trouve très enfant. Mercy dit « Le roi, comme il me fit l'honneur de me dire l'autre jour, la trouve vive et un peu enfant. Mais, ajouta-t-il, cela est bien de son âge. » Et puis Mercy se plaint. Alors évidemment, il rapporte tout à Marie-Thérèse, comme elle aime bien jouer, et que ses frères et sœurs lui manquent, eh bien elle joue avec tous les enfants des domestiques. Et puis ça la dérange.
Depuis quelques semaines, Madame la Dauphine a repris coutume de jouer avec tous les enfants. Et malheureusement, sa première femme de chambre en a deux, c'est-à-dire un garçon de 6 ans et une fille de 12 ans. L'un et l'autre très bruyants, malpropres et remplis d'inconvénients. Madame l'archiduchesse passe une grande partie de la journée avec ses enfants qui gâtent ses habits, déchirent, cassent ses meubles et mettent le plus grand désordre dans l'arrangement de ses appartements. Mais ce qui est bien pire encore, c'est qu'au moyen de cet amusement, Madame la Dauphine ne trouve plus un seul moment pour faire ses lectures et elles sont si négligées que depuis quelque temps, elles pourraient finir par être entièrement supprimées. L'extrême vivacité de Madame la Dauphine lui rend ses occupations sérieuses tout à fait impossibles. Et puis, il faut se rappeler qu'elle est très seule. Elle est autrichienne, dans une cour qui déteste l'Autriche. Et puis, le duc de Choiseul, en 70, qui est l'artisan de son mariage, son seul soutien, est renvoyé. Et donc, elle n'a plus son soutien. Et puis, elle hérite immédiatement des ennemis de Choiseul. Et elle n'a pas de réseau, finalement, Marie-Antoinette. Il faut se rappeler que ses favoris, c'est pas du tout un réseau. Au contraire, ça va se retourner contre elle. Mais elle est adulée, elle conquiert très rapidement tous les cœurs. Et on a, grâce à ces premiers témoignages de la Dauphine, un portrait que l'on peut dessiner à la fois physique, comme vous le voyez ici. Ce portrait le traduit très bien, ce qui fait ses atouts, c'est-à-dire cette blancheur. Alors là, vous savez qu'au XVIIIe, il y a une obsession pour la blancheur, évidemment. Dès qu'on veut décrire les qualités morales même de quelqu'un, on va dire qu'il a une blancheur étincelante, un teint de porcelaine. Il y a une obsession même pour la blancheur des habits, la blancheur des animaux. Alors, on va avoir une exposition animaux à Versailles, mais les chats blancs, les chiens blancs, enfin, on mange de la viande blanche, on a mis du blanc sur les murs. Donc, c'est associé, cette blancheur, à la fin du XXe siècle, à une sorte de pureté physique et morale. Donc, la blancheur, et je dirais même, par obsession, la transparence. Il faut avoir la peau transparente, un éclat. Madame Vigée-Lebrun, qui a évidemment peint Marie-Antoinette, dans ses souvenirs, puisqu'elle fait un merveilleux portrait de Marie-Antoinette pour dire à quel point sa peau est transparente et qu'il est impossible, il n'y a aucune ombre qui peut s'imprégner sur sa peau, et puis ce port de tête tout à fait extraordinaire. Petite bouche, c'était la mode, elle est tout à fait dans les canons de l'époque, c'est-à-dire il fallait une toute petite bouche, des tout petits yeux, qu'on ne maquillait pas, vous savez qu'on maquillait uniquement les joues. Et puis, quelques défauts, il y a le comte d'Ézec qui, dans ses mémoires, dit c'était pas une princesse qu'on pouvait appeler jolie. Donc, il décrit aussi ses défauts qui sont très connus. Ce front très bombé, avec une implantation des cheveux trop haute. Ce menton plein, évidemment, trop plein, qui traduit évidemment sa généalogie, les Habsbourg. Et puis, cette lèvre qui tombe un peu, très épaisse, cette lèvre inférieure qui donne toujours ce côté un peu boudeur. Mais elle n'est pas là, la beauté de Marie-Antoinette. C'est une beauté classique, mais quand on regarde les témoignages, c'est évidemment la grâce, évidemment, qui là, tous les témoignages concordent. Cette légèreté, cette grâce aussi. Tilly dit qu'elle a l'impression de voler comme ça un peu sur les parquets. Il parle de la chorégraphie comme ça de ses bras d'ivoire et puis la grâce de ses attitudes. On voit aussi son passé de danseur. Elle est capable de faire la révérence, une seule révérence, de saluer 10 personnes à la fois en donnant à chacun ce qui revient à chacun. Et puis ce mouvement, cette étincelante volubilité des sources, elle est toujours en mouvement, Marie-Antoinette. C'est ça, en fait, sa beauté. On pense aussi à la fameuse phrase de Horace Walpole qui lorsqu'il arrive au mariage de Madame Clotilde, aperçoit Marie-Antoinette. C'est la grâce en personne, dit-il. Et puis, dans sa correspondance, la lettre à la comtesse d'Issory, j'ai retrouvé des sources, j'étais bien contente, il dit, mais on dit qu'elle ne danse pas en mesure, mais alors c'est la mesure qui a tort. Voilà. Effectivement, c'est cette étincelante volubilité, et c'est tout à fait intéressant aussi dans ses portraits, parce qu'elle est toujours en mouvement, Marie-Antoinette, absolument insaisissable, et c'est pour ça que ça va être si difficile, comme vous le savez, de faire ce fameux portrait que sa mère attend d'elle lorsqu'elle devient reine. Sa mère veut un grand portrait, un portrait en grand, c'est-à-dire un portrait en pied pour mettre dans la salle, comme elle lui dit dans une lettre, avec tous ses frères et sœurs qui ont leur portrait en grand. Et aucun peintre ne convient, tous les peintres français sont renvoyés, les peintres de Vienne, c'est identique. Gauthier d'Agoty, alors oui, ça c'est effectivement pour montrer aussi que Marie-Antoinette est de son temps et que cette légèreté, cette absence de pondération, il y a des ouvrages qui ont été écrits sur cette légèreté absolue au XVIIIe. Marie-Antoinette, elle est complètement dans le canon de son temps aussi, dans son aspect léger et gracile. Gauthier d'Agoty tente de faire ce premier portrait officiel de la reine
on expose le portrait dans la Galerie des Glaces, risée générale, le peintre est totalement déconsidéré, Marie-Antoinette a l'air d'une espèce de poupée désarticulée, complètement figée, et puis qu'est-ce que c'est que cette attitude ridicule de Marie-Antoinette qui règne sur le monde, comme ça, en posant sa main sur une map monde, donc on renvoie Gauthier d'Agoty, tout s'y essaie, Drouet, etc. Et la correspondance est absolument savoureuse, l'impératrice s'impatiente, mais je veux mon portrait en grand, etc. Et Marie-Antoinette qui lui répond, je désespère, aucun peintre ne parvient à attraper ma beauté. C'est les mots de Marie-Antoinette, on voit bien, il faut l'attraper. C'est un peu comme quelqu'un qui serait vidéogénique, mais photogénique, non, parce que la beauté de Marie-Antoinette, c'est le mouvement, c'est la grâce, et elle ne se reconnaît pas, en fait, dans les portraits figés, les portraits officiels. Et c'est seulement après la rencontre avec Madame Vigée-Lebrun, qui, vous savez, a le même âge qu'elle, elles ont quelques mois de différence, qui va devenir une véritable amie, et qui va renouveler complètement le portrait de cour, et bien qu'elle va trouver enfin ce portrait réalisé en 1778, qu'elle va enfin envoyer à sa mère. Et la mère lui dit, Victoire, je suis absolument satisfaite, ce portrait fait mes délices. Elle l'affiche, elle l'accroche à Vienne, et évidemment, le cabinet du roi en fait d'innombrables copies pour Versailles, et évidemment pour la France. Et elle renouvelle, on le voit bien dans ce portrait, toute le portrait pesant de cour. On voit bien notamment avec cette traîne Fleur-de-Lysée, qui d'habitude est un manteau extrêmement lourd et qui là apparaît presque comme un voile de gaze, très léger. Et puis voilà, ce naturel des attitudes, et puis cette grâce aussi qui apparaît dans ce portrait qui a remporté en tout cas le suffrage officiel de la reine et surtout de sa mère. Alors, Marie-Antoinette, pour un portrait moral, elle est aussi extrêmement... elle a beaucoup de caractère, elle est extrêmement entêtée, c'est ce qui inquiète Marie-Thérèse. Et là, on va le voir, elle est obstinée, très impatiente, et là on va voir dans les travaux, beaucoup d'orgueil. Et Marie-Thérèse en témoigne dans sa correspondance en 76. « J'ai bien épluché ma fille », ça c'est Marie-Thérèse, « j'ai bien épluché ma fille avec attention depuis sa plus tendre jeunesse. Elle est toujours attachée à ses idées, en faisant même semblant de vouloir les abandonner pour mieux arriver à ses fins. » Ça, on va le voir que c'est tout à fait une technique de Marie-Antoinette. « Je suis très inquiète de voir à combien elle tient à ses volontés et cherche à éluder toutes les remontrances. Je connais très bien ma fille, elle aime suivre ses volontés et combien elle sait tourner et retourner les choses pour arriver à son but. Je crains beaucoup son entêtement. » Et on le voit, son entêtement, j'en ai donné un exemple avec l'affaire du Barry, comme vous le savez. Elle refuse pendant presque 1 an et demi d'adresser la parole à Madame du Barry, remontée par ses tantes, parce qu'évidemment, elle méprise Madame du Barry pour sa position. Et Vermont lui prie, merci, Marie-Thérèse lui écrit des lettres absolument. Le roi lui-même commence à s'agacer et elle s'entête. C'est tout à fait étonnant comme audace de la part d'une petite jeune fille de 16 ans d'oser défier aussi l'autorité du roi, parce que c'est évidemment l'autorité du roi qu'elle défie en refusant pendant presque 1 an et demi d'adresser la parole à Madame du Barry. Et comme vous le savez, après une comédie digne de Molière, véritablement, où on se met d'accord qu'elle lui fera un compliment sur son éventail, et puis finalement, le rendez-vous est pris, et puis ça ne marche pas. Et finalement, le jour de l'an 1772, Marie-Antoinette consent à dire 9 mots. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles, comme vous le savez, et immédiatement, elle écrit à sa mère, ce sont les seuls mots qui sortiront de ma bouche, il n'en entendra plus jamais aucun. Et à la mort de Louis XV, évidemment, elle va contribuer immédiatement à exclure Madame du Barry de la cour. Donc ça montre aussi évidemment son caractère. Et on le voit dans les tout premiers travaux qu'elle commande. Donc elle arrive en 1770, donc on lui réserve naturellement le grand appartement, l'appartement des reines, puisque la reine est décédée et que c'est un vide qu'il faut combler. Seulement, ce grand appartement n'est pas prêt, et donc c'est pour ça que lorsque Marie-Antoinette arrive, elle s'installe avec le dauphin dans l'appartement du dauphin et de la dauphine au rez-de-chaussée. Et très vite, elle s'impatiente, donc auprès du marquis de Marigny, ici, qui est donc le directeur général des bâtiments du roi, et puis auprès de Ange Gabriel, qui est l'architecte illustre, directeur de l'école de l'Académie royale d'architecture de Louis XV. Et là,
on a une étude justement des sources très intéressantes, à la fois les correspondances, les rapports des travaux, c'est fascinant, entre Marigny, Gabriel, ensuite c'est D'Angevilliers qui va remplacer Marigny, et puis les inspecteurs des travaux qui vont suivre, eux, et qui témoignent des travaux commandés par Marie-Antoinette, Heurtier, l'architecte du roi, inspecteur des bâtiments du château, et Charles Lécuyer. Tout ça, c'est conservé dans la série O1. Et donc, elle commence finalement à s'impatienter, parce que finalement, on lui dit que son appartement n'est pas prêt, et puis ensuite, priorité est donnée aux appartements de ses belles-sœurs, Artois et Provence. Il faut leur faire un appartement, et donc elle vit pendant quelques mois dans l'appartement de la Dauphine. Elle a beaucoup d'orgueil, hein, Marie-Antoinette, on le voit jusqu'à la fin. C'est la digne fille de Marie-Thérèse. Hein. Elle veut gagner au plus vite l'appartement qui lui est réservé, l'appartement des reines, ne pas être au même rang que ses belles-sœurs. Et puis ensuite, elle doit en plus être dans l'appartement de la Dauphine et subir les bruits juste à côté des travaux qui la concernent pas. Donc elle ne tarde pas à le faire savoir au marquis de Marigny d'une manière très énergique. Elle veut que sa chambre soit terminée sur le champ. Donc, le marquis de Marigny lui explique, d'ailleurs dans une lettre très émue, qu'il fait de son mieux, mais que si les travaux n'avancent guère, c'est que les finances sont complètement en détresse, que les ouvriers qu'on ne paye pas veulent quitter le chantier, et que donc il a fallu faire un choix avec cette priorité. Marie-Antoinette ne se démonte pas, et donc le marquis de Marigny doit s'excuser et demander à Gabrielle de reprendre les travaux de son appartement, et finalement, elle va pouvoir gagner quelques mois plus tard en avance son grand appartement. C'est 5 pièces, en fait 5 pièces parce que le salon de la paix était le salon des jeux, hein, donc le salon de la paix était allié à l'appartement de la reine. Ça, c'est l'appartement de la Dauphine. Et donc, elle arrive donc dans sa chambre et elle veut faire immédiatement transformer le plafond. Elle veut un plafond plus moderne. Ce plafond, finalement, là aussi, l'univers est empesé, mais il faut se rappeler que le grand appartement de la reine n'a pas été modifié depuis les reines Marie d'Exisca et Marie-Thérèse. Et seules quelques boiseries dans la chambre ont été modifiées. Mais enfin, ce n'est pas moderne, et quitte à restaurer le plafond, autant le changer totalement. Donc elle propose à Gabrielle et à Marigny, eh bien, en plus ce sera plus rapide, de faire un plafond plat, totalement blanc, avec simplement une corniche dorée, beaucoup plus moderne. Alors évidemment, Gabrielle s'étrangle, essaye de dire poliment que lui, vivant, il refusera de faire ces travaux qui provoquerait, dit-il, une prodigieuse dissonance dans l'enfilade, évidemment, de l'appartement qui est dans l'état Louis XIV. Et Marigny donne cette fois-ci raison à Gabrielle. Mais Gabrielle n'attendra pas longtemps avant de se heurter de nouveau au caractère de la jeune dauphine. Et en 1772, soit 2 ans plus tard, Marie-Antoinette veut, parce que ses belles-sœurs en ont et que c'est en août, elle veut une belle bibliothèque. Enfin, une bibliothèque. Et donc, vous savez, tous ces petits travaux qu'elle commande doivent être faits pendant les petits voyages. Les petits voyages, les voyages à Marly, à Fontainebleau. Et donc là, elle part bientôt à Compiègne pour quelques jours, et donc elle demande qu'on lui fasse une bibliothèque. Et donc c'est naturellement la comtesse de Noailles qui gère cela directement avec Gabrielle, et ils lui font installer donc au 2e étage une bibliothèque avec des tablettes pour mettre les livres. Marie-Antoinette découvre, en rentrant de Compiègne, les travaux, piquée au vif. Elle trouve que cette bibliothèque n'est pas du tout digne de son rang, que des simples tablettes, qu'elle voulait une bibliothèque riche avec des sculptures. Et donc, elle fait immédiatement démolir sous les yeux de Charles Lécuyer la bibliothèque qui vient d'être faite. Le rapport est tout à fait intéressant. Madame la Dauphine a dit à Monsieur Lécuyer, dès avant le voyage à Compiègne, c'est une lettre de Gabrielle, hein, qui est désespérée, de lui former une bibliothèque dans un cabinet près de sa chambre. La crainte de faire un objet de dépense dont les fonds auraient été difficiles à obtenir et la nécessité de faire cette besogne très vite pendant son voyage ont fait simplifier l'ouvrage, de sorte qu'on s'est contenté de faire des montants et des tablettes pour disposer les livres. Madame la Dauphine, n'ayant pas trouvé cela de son goût, a fait tout démolir sous les yeux de l'inspecteur. Il y a 2 jours, elle me fit aller chez elle pour m'expliquer exactement ses intentions. Elle veut un corps d'armoire avec des glaces et de la sculpture. Je viens en conséquence d'en faire le projet. Je vais mettre à portée d'en connaître la dépense, 15 000 livres. Monsieur Lécuyer et moi, nous nous portons en avant pour remplir les vues de Madame la Dauphine, mais nous nous arrêterons si les fonds ne viennent pas. J'espère que vous ne blâmerez point cette précaution de notre part qui anticipe des ordres que nous aurions dû attendre de vous. Donc, Gabrielle, on sent dans cette lettre tout à fait étonnante, au ton à peine voilé, eh bien, Gabrielle tout à fait désabusée face aux ordres impérieux, eh bien, d'une petite gamine, on pourrait dire, de 16 ans. Et il demande bien que cette dépense, met-il en manuscrit, soit mise sous les yeux du roi, pour que le roi le valide. Et évidemment, ça c'est aussi une des grandes constantes, personne ne refuse rien à Marie-Antoinette, et on se rappelle de ce qu'a dit sa mère, hein,
il est impossible de refuser quelque chose à Marie-Antoinette. La manière dont elle le demande, dont elle le redemande 20 fois de manière différente, et puis elle a pris un tel ascendant aussi dans son caractère sur le dauphin, qu'évidemment Louis XV, qui est totalement sous le charme de la petite dauphine, ne lui refuse rien. Donc immédiatement, malgré les 15 000 livres, l'embarras du trésor, sa bibliothèque lui est accordée immédiatement, une bibliothèque riche qu'elle va pouvoir profiter, dont elle va pouvoir profiter très tôt. Et puis ensuite, eh bien c'est la mort de Louis XV. Après ses premiers travaux, donc elle devient reine. Donc vous le savez, Louis XV meurt de la petite vérole. Donc une petite bougie est installée sur le rebord de la fenêtre de la chambre du roi. Cette petite bougie, c'est pas pour la cour, c'est aussi pour prévenir de loin les écuries. Dès que la bougie s'éteint, eh bien le carrosse arrive pour immédiatement emmener la dauphine et le dauphin à Choisy, parce qu'évidemment on avait peur de la contagion. Et au moment même où le roi est mort, on emmène le dauphin et la dauphine à Choisy. Tout simplement parce que le roi lui-même pensait qu'il avait, enfin c'est une parenthèse, avait été immunisé par la petite vérole. Il ne l'avait jamais eu, et donc il a contaminé évidemment beaucoup de gens. Il y avait un risque majeur. Donc elle devient reine, et donc les travaux se poursuivent. Cette fois-ci avec une autre ampleur. Et pour elle, reine, il est hors de question eh bien, de se heurter de nouveau à l'intraitable Gabrielle. Et donc, elle va mettre en place un nouveau système. Alors, Gabrielle démissionne très rapidement, en 75, l'année d'après. Et donc, elle va faire remplacer Gabrielle par son architecte favori, très courtisan, qui ne lui refuse rien, Richard Mick, qui va prendre le rôle de premier architecte du roi, même si le titre premier architecte du roi n'existe plus à cette époque, c'est intendant général des bâtiments, mais ça va être son premier architecte. Et puis, le comte d'Angevilliers va remplacer Marigny, et le comte d'Angevilliers, on voit bien dans les désordres institutionnels que ça va créer, c'est cette manière que Marie-Antoinette a de s'investir dans l'architecture, le comte d'Angevilliers n'aura presque aucun pouvoir pour freiner les dépenses de ce duo de Mick et de Marie-Antoinette. Et puis, institutionnellement, elle profite aussi du départ de Pierre-Élisabeth de Fontagneux, l'intendant général du garde-meuble de la Couronne, pour développer son propre garde-meuble, comme vous le savez, qu'elle va mettre sous la direction de Bonnefoy Duplan. Et donc, ce garde-meuble de la reine existait déjà, mais d'une façon, c'était vraiment portion congrue. De temps en temps, pour plus de facilité, on livrait une petite encoignure. Là, évidemment, ça va être un garde-meuble de la reine qui va concurrencer le garde-meuble de la couronne. D'ailleurs, des livraisons de Riesner ne sont pas inscrites dans le garde-meuble de la couronne, mais uniquement dans le garde-meuble de la reine, géré par Bonnefoy Duplan. Et vous savez que le grand malheur, c'est que toutes les archives du garde-meuble de la reine ont disparu, les archives de Bonnefoy Duplan. Et donc désormais, eh bien, rien institutionnellement ne va pouvoir freiner sa frénésie de travaux. Et c'est pourquoi, justement, ce détour dans les cabinets intérieurs de la reine, en tout cas dans ses lieux les plus intimes, eh bien, c'est le meilleur témoignage que l'on peut avoir, eh bien, du goût vraiment personnel de Marie-Antoinette, parce que partout, eh bien, c'est véritablement un travail à quatre mains. Alors, un rapide détour par Trianon, puisque dès qu'elle devient reine, eh bien, le chantier qui va l'absorber totalement pendant plusieurs années, pendant 4 ans, de 1774 à 1779, c'est évidemment Trianon, que le roi lui offre, comme vous savez, elle le reçoit en don le 24 mai 1774. Alors plus précisément, c'est là que c'est intéressant de revenir dans la correspondance, on lit partout c'est un don. En fait, c'est pas vraiment un don. Elle le demande au roi et le roi ne lui refuse pas, en fait. Donc ça apparaît dans une lettre de Mercier à Marie-Thérèse qui raconte très clairement, depuis longtemps, et lorsque Madame la Duchesse était même encore dauphine, elle désirait beaucoup d'avoir une maison de campagne à elle en propre. Ça, c'est complètement nouveau, c'est une première dans l'histoire de France aussi, le petit Trianon, je fais une parenthèse, mais c'est la première fois qu'un bâtiment appartient en propre à une reine de France. Ça va d'ailleurs créer une discorde. Et elle s'était formé plusieurs petits projets à cet égard pour arriver à ses fins. À la mort du roi, le comte et la comtesse de Noailles suggérèrent le petit Trianon, et le comte et la comtesse de Noailles voulurent se charger de négocier et de sonder le roi à cet égard, pour voir si cela était possible. Je trouvais que toutes ces démarches officieuses étaient fort déplacées, qu'elles ne convenaient pas à la dignité de la reine. Je représentais à Sa Majesté que dans aucune occasion elle ne devait admettre l'usage de moyens intermédiaires entre elle et le roi, et je la suppliais de faire elle-même cette demande au roi, sans aucune autre mesure préparatoire et sans le concours de personne. Sa Majesté daigna agréer mon idée, et au premier mot qu'elle prononça au roi du petit Trianon, il répondit avec un vrai empressement que cette maison de plaisance était à la reine, et qu'il était très charmé de lui en faire don.
magnifique petite bâtisse cubique, dernier goût à la grecque néoclassique, ces 2 étages, ces 5 fenêtres, cette balustrade, donc élevée par Gabriel pour Madame de Pompadour, qui n'en verra pas l'achèvement puisqu'elle meurt en 1764 et qu'ensuite Louis XV va offrir à Madame du Barry. Ça va être relevé dans les sources, hein, le fait que finalement, ce qui symbolise Marie-Antoinette et le petit Trianon, c'était la demeure des favorites. Là aussi, hein, c'est symbolique. Et évidemment, comme le raconte Madame Campan, le roi offre à la reine le petit Trianon avec ce passe-partout garni de 531 diamants confectionnés par le joaillier Maillard. Et évidemment, symboliquement, ça va être la clé de son nouveau royaume qui va devenir, comme vous le savez, un royaume exclusif. Le roi ne s'y rend que sur invitation de la reine et la reine n'y invite que sa société, comme on disait, ses intimes. Elle va placer quelques tableaux de son enfance, on les retrouve, les tableaux de Weikert au rez-de-chaussée, ce qui fera dire pendant la Révolution le petit Vienne, le petit Schönbrunn, comme on l'appelait, pour calomnier la reine. Elle touche très peu à la distribution intérieure, hein, il y a très peu de choses. Évidemment, ce magnifique escalier d'honneur, elle fait juste inscrire son chiffre, comme vous voyez, sur la balustrade. Elle conserve toutes les boiseries, parce que c'est des boiseries florales de Louis XV par Honoré Guibert, qui évidemment conviennent parfaitement aussi au style de Trianon, et puis ce caractère léger de la reine. Seule œuvre majeure, c'est évidemment la création du cabinet des glaces mouvantes, hein, dès 1776, avec, comme le montre la photo ici, ce mécanisme très ingénieux, ces panneaux de boiserie ornés de miroirs et qui, grâce, comme le dit une facture de 74, des mécaniques souterraines qui font descendre et monter les glaces, permettent le soir de retrancher complètement la pièce du monde, en fait, hein, et il faut imaginer les reflets des bougies dans ces miroirs à l'infini, ça démultiplie la pièce à l'infini, ça donne ce côté tout à fait féerique. Alors c'était les bâtiments du roi disent une fantaisie très très coûteuse, que ces mécanismes des glaces mouvantes, mais qui devaient plaire à la reine, puisqu'elle a réitéré l'année suivante à Fontainebleau, dans un cabinet, dans le boudoir turc, eh bien ces glaces qui montent automatiquement devant les fenêtres. Et puis, elle refonde complètement la pièce avec ces merveilleuses boiseries, donc par les fraises Rousseau, des boiseries arabesques, donc ici en rechampi blanc sur bleu pastel, comme c'était à la mode en 87, à la veille de la Révolution. Et puis ce nouveau meuble, évidemment, c'est cet accord des ensembles, hein, évidemment, c'est ces boiseries merveilleuses de Rousseau, et puis ce nouveau meuble livé par des farges, un pou de soie bleue recouvert de broderies, de dentelles qui reprennent comme ça, hein, notamment le bois de Jacob reprend les boiseries des Rousseau. Et puis, dans la chambre, simplement donc la commande de ce nouveau meuble. Hein. Meuble, vous savez, c'est l'ornement textile. Le nouveau meuble, et notamment de ce mobilier aux épis des Jacob, qui résume à lui seul tout le style Trianon, hein, avec ses épis de blé, avec ses enroulements de chèvrefeuille, peints au naturel, et puis sur la garniture de Desfarges, eh bien ces barbeaux qui volent, hein, ces bleuets sauvages que l'on va retrouver partout, qui volent sur les pendules, sur les porcelaines. Vous connaissez parfaitement le service perles et barbeaux de Marie-Antoinette, et qui résume vraiment qu'est-ce que c'est le style Trianon. Alors, je profite pour faire une parenthèse. Vous savez que Dior appelle beaucoup ces couleurs Trianon, la couleur Trianon, très célèbre chez Dior, c'est une sorte de gris chaud. On retrouve d'ailleurs même dans des vernis Trianon. Non, le Trianon, c'est une couleur, c'est un petit vert, comme disent les sources, c'est plutôt une couleur vert de gris, hein, qu'on a retrouvé notamment dans les sous-couches de peinture. Et puis évidemment, ce style Trianon, c'est cet accord absolu entre le dehors, le dedans, la nature environnante, les fleurs au naturel, comme ça, jetées sur les objets d'art. Et puis, un art évidemment d'une extrême sophistication, mais qui affecte toujours le naturel. Il y a une très jolie expression qui dit à Trianon, c'est un art qui se déguise comme ça de naturel. Il y a une expression de Pierre Donolat que j'aime beaucoup. Il dit à Trianon, c'est le seul goût à la place du luxe attendu. Vous savez, lorsque les États généraux étaient là, tout le monde est allé, les députés sont allés à Trianon, et puis les pamphlets disaient que Trianon, il y avait des colonnes torses en marbre avec des incrustations de diamants, de lapis, que enfin, toute la fortune de France était à Trianon. Ils ont découvert une très jolie maison de campagne avec des boiseries blanches, un très bon goût, mais évidemment pas le luxe qui était attendu, mais c'est un luxe caché évidemment, hein, à Trianon, de même manière pour les habits. Alors évidemment, le grand chantier, ça ne va pas être à l'intérieur de Trianon, qu'elle doit être relativement peu touchée.
comme on l'a vu, mais ça va être évidemment les jardins. Donc là, je passe plus rapidement, mais les sources disent, elle est sur son petit trône de gazon, elle n'a jamais donné autant d'ordre de sa vie, et tous les plans sont évidemment paraphés par elle, approuvés par elle. C'est vraiment un travail à quatre mains. Et là aussi, on voit cette audace. Alors évidemment, elle ne veut plus faire de jardin Louis XIVien, c'est plus du tout la mode des jardins Louis XIVien. Là, je vous ai passé un peu plus vite, mais même Diderot dit la nature est ennemie de la symétrie. Horace Walpole dit des jardins à la française, c'est le massacre des saints innocents avec ces arbres comme ça qu'on massacre au ciseau, etc. Il y a même des pièces de théâtre qui raillent les jardins à la française. Un monsieur compassé, un peu digne d'une comédie de Molière, qui veut mesurer les nouvelles courbes des jardins à l'anglaise. Et donc là aussi, elle est dans l'air du temps. Évidemment, elle regarde vers l'Angleterre, elle veut un jardin, comme on disait, anglo-chinois, orné de jolies fabriques. Et évidemment, avec Mick, elle va suivre évidemment tous les travaux pour un résultat qui va être tout à fait extraordinaire. Le duc de Cruy, qui n'était pas revenu à Trianon depuis la mort de Louis XV, n'en croit pas ses yeux, il écrit dans ses mémoires. J'allais ensuite chez mon ami Richard. Donc Richard, c'est les frères Richard, hein, qui ont étaient les jardiniers de Louis XV, qui avaient notamment fait à Trianon, à l'endroit du petit Trianon, les plus grandes serres chaudes d'Europe, 4000 plantes venues du monde entier. Les botanistes du monde entier venaient voir ce fabuleux jardin botanique de Louis XV. Et là aussi, on voit l'audace de la reine qui, dès la mort du roi, alors on dit elle n'a pas détruit, elle a demandé à Buffon de prendre toutes ces plantes et de les transporter au jardin du roi, c'est-à-dire au Muséum d'histoire naturelle aujourd'hui. Mais on voit cette audace finalement d'une reine qui balaye une tradition entière de ce jardin botanique de Trianon qui était la merveille des merveilles et qu'elle va immédiatement demander de totalement déplacer pour créer, eh bien comme le raconte Cruy, je n'y avais pas été depuis l'avant-veille de la mort du roi. Je crus être complètement fou ou rêver de trouver à la place de la plus grande serre chaude d'Europe des montagnes assez hautes, un grand rocher, une rivière. Jamais 2 arpents de terre n'ont autant changé de forme ni coûté autant d'argent. Alors le Cruy, il dit effectivement, les jardins à l'anglaise c'est bien gentil, mais on dépense des millions de livres pour finalement être le plus proche de la nature. Autant laisser faire la nature finalement. Mais Trianon, c'est aussi la manifestation. Donc évidemment le hameau, ensuite de 83 à 87, hein, toujours avec Mick. Et le Trianon, c'est la manifestation tout à fait éclatante du pouvoir de la reine aussi, parce que je l'ai dit, qu'évidemment, tous les ordres étaient donnés de par la reine à Trianon, on n'y allait que sur son invitation. Même les garçons n'avaient pas la livrée royale, mais la livrée de la reine, rouge et argent. Et puis, elle a fait donner des fêtes aussi, des fêtes nocturnes, hein, notamment les 3 plus belles fêtes en 81, 82 et 84, pour son frère Joseph II, et puis pour Gustave III. Des fêtes incroyables, hein, là aussi, qui ressuscitent des grandes fêtes nocturnes légendaires de Louis XIV qui ont été diffusées jusqu'aux confins du monde, où on a là aussi des centaines de milliers de lampions, 200 000 fagots qui brûlent devant les façades pour les éclairer, des allées entièrement sablées pour ne pas abîmer les chaussons de soie des invités, des lampions, un lac devant le belvédère totalement illuminé. Enfin voilà, c'était cette démesure, et on voit bien aussi ce que peut représenter aussi pour la cour et puis pour l'opinion publique, finalement, cette reine qui fait donner en son nom, eh bien, des fêtes au même titre que le roi, alors que c'était vraiment la prérogative du roi, effectivement, les grandes fêtes nocturnes. Alors, le petit Trianon achevé, eh bien, la reine, enfin, se retourne au château et va considérablement agrandir ses cabinets intérieurs. Comme vous le voyez, ici, vous avez un plan avec la chambre, hein, l'enchaînement du grand appartement, et immédiatement au revers, eh bien, c'est, comme dit Ézèque, ce labyrinthe totalement insoupçonnable. Il faut se rappeler, alors, il y a Ézèque, il parle vraiment de labyrinthe, et puis il dit qu'après le 6 octobre, il se promène dans les appartements de la reine désertés, et il découvre, je crus être fou de découvrir tous ces petits appartements, je ne vais pas vous lire entièrement la citation, mais il dit que je ne connaissais absolument pas, alors qu'il a vécu 30 ans à la cour. Donc, on voit bien qu'il n'y avait que les intimes qui pénétraient dans ces petits appartements, très labyrinthiques, très petits, et qui sont immédiatement au revers du grand appartement d'apparat. C'est ce que le Saint-Simon appelait les arrière-boutiques du château, en fait, c'est une espèce de coulisses. C'est ce qui donne aussi la spécificité du château de Versailles, hein. Dans tous les autres châteaux d'Europe, vous avez une aile pour les petits appartements, une aile des grands appartements. Ici, parce que Louis XIV a choisi d'enchemiser son château, de faire cette enveloppe, eh bien, cela découle des circulations extrêmement complexes, et immédiatement au revers, par une porte feinte,
si on l'a là, voilà, par une porte feinte, immédiatement au revers, eh bien, ce labyrinthe de petits appartements. Ça donne ce côté très théâtral, la scène du grand appartement, et puis ses coulisses, et il n'y a aucune transition. On peut encore faire parfois l'expérience, quand on se promène dans le château, il n'y a aucune transition entre un immense salon d'apparat et une toute petite pièce comme ça, dans une porte feinte. Hop, voilà. On a ces surprises aussi qui sont propres à la circulation versaillaise. Alors, le premier chantier, qu'elle commence, ça va être une nouvelle bibliothèque. Donc, la bibliothèque de Gabriel ne lui suffit plus. Maintenant, elle est reine, elle veut une bibliothèque évidemment conforme à son rang de reine, et donc elle fait aménager une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque que l'on connaît aujourd'hui dans les cabinets intérieurs, avec ses portes feintes recouvertes de fausses reliures par Martial, le relieur de la reine. Alors, même si la reine n'aime pas lire, Besenval dit, elle a jamais lu plus d'un quart d'heure dans sa vie. Enfin, Besenval, ouais, je retrouve. Or, quelques romans, elle n'a jamais ouvert un livre, elle ne recherche même pas les notions que la société peut lui donner. Donc, c'est un petit peu cruel. Quand on lit la correspondance, c'est un tout petit peu vrai quand même. C'est des suppliques à n'en plus finir pour les supplier d'avoir un tout petit peu de lecture. Et puis, c'est très amusant, il y a une lettre de Marie-Thérèse qui reconnaît, en 1780, très tard, complètement découragée, elle dit, moi, en même temps, tous mes enfants sont pareils, ça vient peut-être de moi, en fait, leur éducation, finalement, c'est pas vraiment de sa faute. Donc, nouvelle bibliothèque, un détail avec le chiffre de la reine sur les tablettes. Alors, évidemment, tous les portraits de Marie-Antoinette au livre. Bon, évidemment, là, vous avez les armes. Et puis ensuite, supplément bibliothèque qu'elle va prendre. Alors ça va être une constante qu'on va retrouver. Elle va coloniser les espaces de son service, du roi, de son fils, pour agrandir ses espaces personnels. Il y a une véritable colonisation des espaces. Donc là, vous voyez femme. C'était pour ses femmes de chambre. Elle va prendre la pièce de ses femmes de chambre pour faire le supplément bibliothèque. Parce que les bibliothèques ne cessent de s'agrandir. Parce que je le disais, même si, voilà, supplément bibliothèque qui vient d'être restauré, si elle n'aime pas lire, évidemment, c'est aussi une pièce qui est conforme à son rang. Il lui faut, évidemment, elle a d'ailleurs des ouvrages tout à fait variés. Et puis c'est aussi, il faut le considérer comme une sorte de boudoir, une pièce de retraite dans laquelle elle peut s'isoler. Le cabinet de la Méridienne, en 81, là aussi, une commande, alors qu'elle attend, que la France entière finalement attend le dauphin, qu'elle fait entièrement modifier, puisqu'en fait c'est Mick qui va créer, vous savez, ces pans coupés. Ça c'est très intéressant, parce qu'au début, elle va supprimer pour la première fois l'enfilade qui finalement la dérange, puisque ça... Et ces pans coupés vont permettre au service de passer directement de la chambre à la bibliothèque sans jamais déranger la reine. Sans jamais déranger la reine, elle le dit elle-même dans une lettre au bâtiment du roi. Jean-François Heurtier écrit « Monsieur le comte », il parle d'Angevilliers, le directeur des bâtiments, « j'ai l'honneur de vous adresser le plan du nouveau cabinet à faire pour la reine, qu'elle a validé, auquel j'ai joint celui de la bibliothèque de Sa Majesté. Désirant que le passage de sa chambre à coucher fût commun à sa bibliothèque et à son nouveau cabinet, et ne voulant pas que l'on passe par son cabinet pour aller à la bibliothèque, Sa Majesté désirant être seule quand elle le jugera à propos, sans jamais être gênée, sans gêner son service et sans être gênée. » Donc ça, c'est intéressant. La reine ne veut pas être gênée. Et donc, elle fait poser des magnifiques targettes à son chiffre, donc des verrous qui ferment de l'intérieur sur ces deux pans coupés de glace pour pouvoir elle-même contrôler les accès. C'est une constante dans les travaux. Elle ouvre, elle ferme les escaliers, elle demande à Heurtier de lui certifier que personne n'aura accès à cet escalier. Elle s'enferme. Enfin, on voit bien qu'elle veut contrôler, qu'elle désire effectivement cette intimité et de contrôler ses accès, en tout cas dans les appartements privés, si elle ne peut le faire dans le grand appartement d'apparat. Et puis elle fait installer une niche. Alors ça va être une constante dans ces appartements. Cette niche, donc dénommée Méridienne, d'où le nom du cabinet. Et ça va être pareil pour le cabinet doré, qui s'est toujours placé en face d'une fenêtre, une niche garnie de glace, pour essayer d'apporter au maximum de la lumière. C'est les architectes qui disent, en fait, le problème, c'est malgré la préciosité de ces cabinets, Marie-Antoinette étouffe très rapidement. C'est des petites pièces qui donnent sur des cours très très sombres, les cours du dauphin et les cours de la reine. Et le blanc est là pour apporter de la lumière. Les glaces, comme disent les sources, extraordinairement grandes qu'on installe devant la niche et qui sont pile en face de la fenêtre qui va amener la lumière et qui va... Toute ingéniosité est faite pour apporter de la lumière dans ces tout petits cabinets. Et puis, évidemment,
Alors ça, c'est une photo de la restauration, toujours très impressionnante, la restauration des cabinets à Versailles, hein. Bon, quand on retire toutes les boiseries. Ces boiseries absolument merveilleuses par les premières des frères Rousseau, hein, en 81, qui sont les grands ornementistes de la reine, et qui développent pour la première fois leur style arabesque, comme on voit avec ce panneau très très nu, des petites arabesques en guirlande, toujours en relation avec la destination de la pièce. Ici, évidemment, on a des cœurs enflammés, le pan de Junon, le dauphin, parce qu'on attend le dauphin. Heureusement, elle a eu un dauphin. Et puis, merveilleux, ça c'est unique, hein, Forestier qui poursuit dans le bronze les boiseries, qui poursuit dans le bronze et sur les glaces les boiseries. Unique aussi cette cheminée, là c'est pas une applique de bronze, c'est la sculpture de la cheminée qui est ensuite dorée, et puis la serrurerie aussi évidemment par Gouttière qui est magnifique. Le parquet citron, comme vous le savez, avec cette nouvelle teinte un peu citron qui correspond à l'époque, une teinte très jaune. Et puis, restauration encore actuelle là, du mobilier, puisque vous savez, il y a 3 meubles qui ont été livrés. Une grenadière bleue, qui a été livrée en 81. Ça, c'est la grenadière bleue qu'on connaissait pendant très longtemps. En 82, donc 1 an après, elle décide de renouveler complètement le meuble. Et là, c'est un satin blanc qui est livré par Capin. Et encore 1 an après, elle décide de renouveler encore complètement le meuble. Et là, c'est livré par son garde-meuble privé, d'ailleurs, la 3e livraison. Une soie lilas brodée de fleurs et de rinceaux en camailleux vert avec des chutes de perles et de médaillons, dont on a retrouvé quelques exemplaires. Et là, c'est actuellement le projet de restitution de ce meuble lilas, quand ce sera terminé. Le cabinet doré, un peu plus grand, 20 mètres carrés, la pièce principale, et donc le chantier principal des cabinets intérieurs. Et là aussi, à la fois édification, création de ce cabinet, et puis modification constante dès qu'on pose. Je crois que c'est lorsque le tapissier vient livrer le meuble d'été, elle a déjà décidé d'enlever tous les meubles et de transformer tout en boiserie, alors qu'il était en train de poser le meuble. Donc le cabinet doré, donc vous retrouvez la niche avec ses glaces la même configuration, évidemment en plus prestigieux. Donc l'ancien lambris de hauteur de Marlesinska est remplacé par donc un meuble là mythique d'une finesse absolument prodigieuse, livré par Charton, soyeux lyonnais, vraiment un tour de force, sans doute l'une des plus belles livraisons de toute l'histoire des arts décoratifs. Un satin blanc broché et brodé d'arabesques, de fleurs et de médaillons, 100 000 livres uniquement pour le meuble de cette pièce. C'est considérable, c'est le prix d'un château. Donc livraison par Charton. Et puis Marie-Antoinette y installe ses lacs, sa collection de lacs japonais qu'elle hérite de sa mère, c'est la grande mode des lacs. Et elle trouve que les lacs, noir et or, ça va pas vraiment avec les grandes fleurs colorées. Ça crée une dissonance. Et donc elle décide, de remplacer cette livraison de ce mobilier extraordinaire par des boiseries. Et la boiserie dorée ira beaucoup mieux avec l'accord des lacs. Donc Riesner livre un premier mobilier, une cage au lac, un premier mobilier en lac japonais aussi, et une encoignure au lac. Et puis donc boiserie qu'elle commande aux frères Rousseau qui vont réaliser ce chef-d'œuvre. Là, c'est boiserie du dernier style égyptisant pompéien avec ces grandes sphinges qui flanquent une athénienne brûle-parfum. Voilà, tout à fait extraordinaire. Alors aujourd'hui, vous avez la commode de la chambre de Marie-Antoinette à Marly, avec donc, par contre les fauteuils de Jacob qui ont été livrés pour la reine, mais sont conservés au Métropolitane, justement, le mobilier original livré pour le cabinet doré, ce fameux mobilier de Riesner qui, là, est un sommet des arts décoratifs. On ne peut pas faire mieux que ce mobilier, par l'ingéniosité du mécanisme, par la justesse des proportions, par ces bronzes qui sont vraiment aucun équivalent. Et donc, cette livraison de Riesner parachevait cet ensemble tout à fait extraordinaire de ce nouveau cabinet doré, qui là aussi on peut l'imaginer le soir à la lueur des bougies. C'est ces nouvelles boiseries de Rousseau qui ont donné le nom cabinet doré, puisque c'est le grand cabinet intérieur, hein, le nom officiel. Et on pense dans ces cabinets extraordinaires, dans ces années 85-86 qu'elle conçoit, au cabinet turc de Fontainebleau, au même moment, et puis à l'extraordinaire boudoir d'argent de Fontainebleau. Là, vous avez un dessin du 19e du boudoir d'argent, et puis avec ces peintures en or blanc qui créent une résonance avec ce mobilier de nacre livré par Riesner, dans ce grand secrétaire à cylindre, qui crée vraiment un ensemble vraiment tout à fait merveilleux.
Et puis ensuite, elle va coloniser le deuxième étage, puisqu'évidemment, elle veut toujours agrandir, accroître ses espaces. Et donc, à partir de 1780, eh bien, là aussi, on voit qu'elle colonise les espaces. Là, vous voyez des plans où c'est marqué premier valet de chambre, donné par le roi au valet de chambre. Donc, on est juste à côté de l'œil de bœuf, donc c'est normal. Donc là, elle récupère ces pièces du valet de chambre, voilà, pour en faire son service de la reine, et faire ces cabinets au deuxième étage qui ont, pour l'instant, partiellement réouvert. Il y a un projet de restitution des toiles qui étaient livrées pour la reine, qui provenaient de la manufacture de Jouy, projet de restitution du meuble textile, remeublement, réattribution des pièces. Donc pour l'instant, seule la salle à manger et les billards vraiment ont été réouverts. Là, c'est en cours de restauration, on est en train de refaire tous les faux marbres. C'était déjà des faux marbres à l'époque. Comme on est chez les femmes de chambre, ça coûtait moins cher, c'est simplement de la pierre peinte en faux marbre. Le faux marbre, c'était déjà à 18e. Et puis évidemment, ce fabuleux cabinet du billard que Marie-Antoinette fait réaménager en 84. Pourquoi en 84 ? Parce qu'au moins, on a l'intelligence de replacer justement cette livraison de Charton, qui est celle-là, c'est celle qui était dans le cabinet doré l'année auparavant et qu'elle a fait retirer pour mettre des boiseries et qui a été réinstallée donc au cabinet du billard et comme vous le savez retissée à partir d'un lit original. Donc ça c'est quand même vraiment une grande merveille. Et puis un mot sur ces pièces Fersen, vous avez peut-être déjà entendu parler, ces pièces dites Fersen, appartements Fersen, qui sont ici dans les plans mentionnés comme service de la reine. Là aussi c'était des pièces des valets de chambre du roi. C'est le petit escalier qui monte depuis l'œil de bœuf. Et quelque part, c'est assez juste qu'on dise les pièces Fersen, parce que vous savez, c'est un dépouillement du journal de Fersen. Il tient un journal, si une majeure partie de sa correspondance a disparu, il tenait un journal de toutes ses lettres. Et il mettait juste qui lui avait envoyé, à quelle date, et un résumé des lettres. Et en octobre 87, on voit lettre à Joséphine, qu'on sait qui est Joséphine. Lettre à Joséphine, c'est le troisième prénom de Marie-Antoinette. Elle s'appelle Maria-Antonia Josepha, donc on comprend pourquoi Fersen l'appelait Joséphine en nom de code. Joséphine, par Monsieur de Valois, donc une lettre qui était transitée par Monsieur de Valois, qu'elle me fasse faire une niche on voit à la proximité, qu'elle me fasse faire une niche au poil, que je partirai le 18 pour être le 10 à Paris et le soir chez elle, qu'elle m'envoie une lettre chez moi le 3 ou à 4 heures pour me dire ce que je dois faire. Dans une autre lettre, il parle de son projet de loger en haut, ce qu'elle doit me trouver comme poil pour mon logement d'en haut. Donc il n'arrête pas de parler de ce logement d'en haut. Ce logement d'en haut, bon, c'était resté comme ça. Ce logement d'en haut, ça avait été décrypté déjà. Joséphine a été décryptée par une historienne qui avait remarqué qu'en fait toutes les lettres de Joséphine étaient pendant que Fersen était en Suède, donc pas avec Marie-Antoinette. C'est comme ça qu'il a pu déterminer qui était Joséphine. Et puis on a retrouvé plus récemment, dans la série O1 des Archives nationales, eh bien, une lettre de l'Oiseleur, un fournisseur de la couronne. J'ai l'honneur de rendre compte à monsieur le directeur général que la reine a envoyé chercher le poêlier suédois qui a fait des poêles à l'appartement de madame. Sa majesté lui a ordonné d'en faire un dans un de ses cabinets intérieurs en haut, avec tuyau de chaleur pour réchauffer une petite pièce à côté. La reine m'a ordonné aussi de faire disposer l'emplacement du dit poêle qui consiste dans la dépose des deux parties de l'ombris, dans la démolition d'un bout de cloison pour la refaire en brique et dans la dépose du parquet pour y ajouter ce poêle suédois. Donc on a à la fois Fersen qui demande à la reine de lui installer un poêle suédois dans sa correspondance, et à la fois, on a à la même date, un mois après, dans les archives du bâtiment du roi, la trace de l'installation d'un poêle suédois. Voilà, on n'en déduit rien, mais... Et pour rappeler quand même, quand on lit la correspondance, que Fersen est là le 6 octobre. Hein. Dans le journal de Fersen, dans la partie qui n'a pas été détruite, il témoigne, il était là, il était caché, il était là, il dit « j'ai assisté à tout et jamais je l'oublierai ». Donc il était là aussi le 6 octobre, hein, pendant les événements. Alors, que fait Marie-Antoinette dans ses cabinets ? Bien, voilà, ses cabinets privés, eh bien, la broderie, de la musique beaucoup, on l'a dit, hein, une reine extrêmement musicienne. Ici, on la voit prendre une leçon de harpe à la fois avec son maître d'harpe. Et Madame Campan nous le dit bien, elle prend des cours de chant aussi, et elle aime bien apprendre le matin ses morceaux de musique ou ses chants, et donner un petit concert privé devant sa société l'après-midi.
Et donc, on a même Madame Vigebrun, dans ses souvenirs, raconte comment elle a fait aussi un petit concert de chant avec Marie-Antoinette dans ses cabinets intérieurs. Donc, voilà. Et puis, surtout, je dirais, c'est évidemment la musique, la broderie, l'écriture, un lieu de retraite, mais c'est la conversation. Alors ça, évidemment, tous les mémoristes le racontent. C'est l'occupation, d'ailleurs, principale de la cour de France. Hein, c'est une cour oisive. Et donc, c'est la conversation. Toujours très légère, comme ça. Bézenval, on voltige d'un sujet à l'autre, on donne des petites nouvelles de la cour, on fait un mot d'esprit. Bézenval, évidemment, avec sa faconde est totalement irrésistible. Et puis, c'est ses enfants aussi, évidemment. Elle passe beaucoup de temps avec ses enfants, dont elle est très proche, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne m'attarde pas sur ce sujet de la reine mère, la reine maman, d'ailleurs maman, hein, parce qu'elle se faisait appeler maman, qui va être évoquée notamment dans les cabinets au 2e étage. Donc, elle est tout le temps avec ses enfants. Ça perturbe d'ailleurs le service. Même certains officiers ont peur pour leur place aussi, parce que Marie-Antoinette menace d'ailleurs d'allaiter ses enfants. Finalement, on lui donne l'interdiction. Elle les veut toujours avec elle. Elle fait ménager des escaliers pour avoir directement accès à ses enfants. Elle essaye d'enlever Madame Royale gouvernante pour la mettre juste en tous ses appartements et s'en occuper elle-même. Finalement, elle doit renoncer. Et donc, évidemment, la reine va trouver dans la maternité vraiment un accomplissement personnel, d'ailleurs, qui va mettre un frein total à cette vie un peu dissipée, qui s'arrête en 78 totalement. Hein, la mode, les poufs, les coiffures, tout ça s'arrête en 78. Hein, vraiment, c'est une autre vie qui commence lorsqu'elle est reine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce côté frivole, cette reine un petit peu patiente, ingérable, tout ça s'arrête en 78, sauf les travaux. Et là, ça c'est une frénésie qui ne s'arrête absolument jamais, qui se poursuit à un rythme toujours plus effréné. Et puis le dernier travaux commandé par la reine, je le dis, elle étouffe finalement dans ses petits cabinets intérieurs, finalement assez sombres. Elle veut un grand appartement. Et puis un vrai appartement. Un cabinet, c'est pas appartement. Parfois on dit les petits appartements de la reine. Non, ça n'existe pas, petit appartement. C'est les cabinets ou appartements. La séquence est différente. Un appartement, il y a une chambre, une salle de bain. Ce ne sont pas des cabinets qui sont quelques pièces de retraite. Et donc, miraculeusement, Madame Sophie meurt. Et Madame Sophie, la fille de Louis XV, a le plus bel appartement de Versailles, au rez-de-chaussée, qui donne à la fois sur la cour de marbre, et c'est toute la perspective des jardins, inondée de lumière, traversant, immense. Marie-Antoinette lorgne cet appartement. Elle veut en faire un appartement familial, justement. C'est là où elle va essayer de rapatrier ses enfants dans cet appartement, et ça va être impossible, parce que finalement, avec les charges et le service, ça va pas être possible. Et donc, elle demande au roi d'avoir cet appartement qui, évidemment, lui attribue immédiatement. Et c'est un nouveau chantier qui s'ouvre à elle. Et elle va commander, ici, cette nouvelle chambre, avec nouveau mobilier Riesner. Du côté nord, beaucoup de pièces de service. Et puis, du côté sud, une nouvelle salle de bain, qui est donc une pièce des bains, hein, puisqu'en fait, elle réunit pour la première fois salle de bain, donc pièce des bains, et chambre des bains. Alors que dans les cabinets en haut, vous savez, on avait toujours la chambre des bains pour se reposer des fatigues du bain, comme le recommandaient les médecins. Donc ici, c'est une seule pièce très grande, 40 mètres carrés, avec la salle de bain, les pièces entresolées pour pouvoir assurer la distribution des eaux. Vraiment, on est à la fin du XVIIIe siècle et qu'on a, avec ce système gravitaire extrêmement perfectionné, ces réservoirs sur le toit, eau chaude, eau froide, une bombe, un système d'évacuation extrêmement performant. Je vous renvoie Madame Campan qui raconte exactement par le menu détail comment Marie-Antoinette prenait son bain, quel linge on mettait sur la baignoire. Elle s'asseyait sur des sachets de senteurs confectionnés par Jean-Louis Fargeon. Les dames lui frottaient le corps avec un autre sachet de senteur, etc. Donc ça, je vous renvoie. Nouveau chantier, on voit ici les merveilleuses boiseries encore des frères Rousseau. Pareil, avec des guirlandes, mais ici, évidemment, sur le thème aquatique. Et puis, c'est tout un raffinement cosmétique, évidemment, à l'époque, qui apparaît avec cette disparition de la peur de l'eau et cette remise en faveur des plaisirs du bain. Vous le savez, on n'avait plus peur à la fin du règne de Louis XVI, des maladies qui pouvaient pénétrer par les pores dilatés et chauffés par le bain. Donc, c'est complètement une révolution et la reine prendra, comme on l'a dit, un bain par jour. Et puis, au centre, là, aujourd'hui, on a la galerie basse parce que Louis-Philippe a perturbé cet appartement, mais au centre, il y avait la grande bibliothèque en stuc de Madame Sophie, une bibliothèque extraordinaire, peinte avec des rinceaux, qu'elle conserve au début, et puis ensuite, elle veut évidemment la détruire pour faire une autre pièce. Et là, on a beaucoup de témoignages sur la bibliothèque, ces travaux de la bibliothèque en steak de Madame Sophie, et notamment, c'est un des derniers travaux,
Donc on voit que cette frénésie, il y a absolument rien qui puisse l'arrêter. Et surtout, elle change de plus en plus facilement d'avis. Ordre et contre-ordre se succèdent continuellement. Et il y a un rapport donc, de l'inspecteur Heurtier à Dangevillers sur ces travaux du petit appartement en 85 qui apporte là, un témoignage incontestable. Et il rapporte donc « Ce voyage-ci a été très cruel pour les entrepreneurs et leurs surveillants. Les ouvriers ont été très rares et tous ceux qu'on a pu voir ont été la moitié du temps en déroute. Il y a eu telle semaine où, dans un atelier de 60 ouvriers, on n'a jamais pu en rassembler 20. Pour comble de malheur, il nous est arrivé hier soir un ordre exprès de la reine, dont le sieur Bonnefoy, donc Bonnefoy du Plan, était porteur, pour changer entièrement tout le cabinet de stuc de Sa Majesté, autrefois la bibliothèque de Madame Sophie. L'intention de la reine était, suivant la lettre apportée par le sieur Bonnefoy, qu'on supprimât toutes les armoires encastrées dans les stucs pour en faire des renfoncements masqués par des glaces blanches, à l'effet de placer des lumières qui puissent éclairer indirectement ce cabinet, en plaçant à travers des gazes de diverses couleurs. On s'est mis, comme de raison, à cette besogne avec le plus vif empressement. On a passé une partie de la nuit à détruire toutes les armoires qu'on a pu arracher que par morceaux et en dégradant plusieurs parties de stuc adhérentes à ces armoires. Aujourd'hui, nouveau courrier apporté par Bonnefoy du Plan, au moyen duquel tout doit rester en place et y être remis pour le retour de la reine. Et il termine en disant « Il y a de quoi perdre la tête » avec un point d'exclamation. On est en 87. Et puis, la reine aussi, 87-88, poursuit son petit jeu de construction-déconstruction. Elle se remet à s'attaquer au grand appartement. Et là, elle veut remplacer la marqueterie de marbre du salon de la paix, son salon des jeux, par des boiseries, parce que tellement on joue et qu'il fait chaud, ça fait couler le marbre, c'est beaucoup plus confortable de mettre en boiserie. Elle revient sur son histoire de plafond, elle veut faire plafonner le salon de la paix pour un plafond blanc, du coup elle en profite pour dire que sa chambre, les boiseries sont tellement abîmées que ça vaut pas la peine de les restaurer, il vaut mieux refaire un plafond, etc. Donc elle se remet à s'attaquer au grand appartement, mais le temps, 89 arrivant, n'aura pas laissé le temps de poursuivre les travaux. Et donc on arrive à la fin de cette histoire, en 89. Finalement, on voit qu'il n'y a que la Révolution qui va pouvoir arrêter ces travaux. Et je le dis même, il n'y a que la Révolution qui peut arrêter les travaux, parce que le 4 juin 89, donc on est en pleine séance des États généraux, le dauphin d'ailleurs vient de mourir, vous le savez, et elle donne l'ordre de modifier entièrement la salle de bain qu'elle vient de faire, sa grande salle de bain, parce qu'elle veut rehausser le sol. Il y a une petite déclivité entre le sol de la salle de bain et le sol du centre. Et donc, elle donne l'ordre de faire rehausser le sol au même niveau pour que ce soit parfaitement plat. Ce qui suppose d'enlever le sol qui vient d'être posé, d'enlever toutes les boiseries, évidemment, de transformer tout le plafond, les entresols, de transformer la salle des cuves, de transformer toutes les fenêtres, puisqu'on n'aura pas la même proportion. Le 6 octobre arrive, et donc l'ordre est quand même donné en juin 89, mais on n'aura pas le temps de réaliser les travaux. Enfin, je dis pas le temps, c'est très émouvant de voir quels sont les derniers, dans les archives, les derniers travaux. Les entrepreneurs travaillent jusqu'en 1790. Donc, Versailles totalement déserté. Et on a encore des entrepreneurs qui rehaussent le sol de la salle de bain, encore comme si on attendait aussi le retour de la famille royale. Du temps, le doreur qui dort les entourages des fenêtres. Et ça, c'est vraiment les tout derniers mémoires des travaux qu'on a en 1790. Et donc, en conclusion, on peut dire... Effectivement, je trouve que, alors on est passé vite, évidemment, par certains, c'est un sujet tout à fait immense, mais on voit bien que finalement c'est un portrait par les lieux, finalement, cette histoire des travaux, et c'est sans doute le portrait le plus objectif qu'on puisse faire. Là, on n'est pas dans des mémorialistes qui racontent par Antoinette, là, on est dans la réalité, on voit bien son caractère dans la manière dont elle commande les travaux, son empressement, son impatience, ses changements d'avis, cette soif aussi, cette quête vraiment éperdue d'intimité, cette manière de mettre des serrures, de fermer des escaliers constamment, etc. Et véritablement qui ne s'arrête jamais. Point d'orgue, dans une lettre à Dangevillers du 28 février 84, on nous révèle qu'il y a le sieur Jubot. Jubot, c'était le serrurier de la cour. Monsieur le comte, j'ai l'honneur de vous remettre conformément à vos ordres les 2 mémoires de serrure et mouvements de composition que le sieur Jubot a fait faire au château dans les chambres de la reine, pour pouvoir ouvrir et fermer les portes depuis son lit. Donc il y avait un système de fermeture automatique avec relais qui fait qu'elle pouvait fermer les portes depuis son lit. Ça dit beaucoup de choses. Cette volonté aussi de s'enfermer toujours plus avant dans son labyrinthe, de contrôler les accès, ça c'est, je trouve, tout à fait émouvant. Ce qui est émouvant aussi, c'est de voir aussi cette colonisation, ce pouvoir de la reine, évidemment, qu'il est absolument impossible de dire non, et pour les travaux, et pour coloniser les espaces, et pour s'agrandir toujours plus. Et puis, je dirais, surtout, ça révèle aussi, quand 89 arrive, à quel point son monde est petit. Le monde de Marie-Antoinette, c'est
4 ou 5 cabinets, dans 4 ou 5 châteaux, et c'est tout. Aucun voyage. Elle n'a jamais vu la France. On comprend aussi cette frénésie de travaux dans finalement ce cercle minuscule dans lequel elle a passé 20 années de sa vie. Et puis, on voit aussi par cette manière de se retrancher du monde avec les serrures et puis ces glaces mouvantes comme ça qui retranchent même le monde extérieur n'existe plus. On est entre soi. Elle remplace les fenêtres par des glaces qui reflètent à l'infini son propre monde en fait. Et on voit bien à quel point, quand le 6 octobre arrive, eh bien, Marie-Antoinette n'a pas vu la Révolution arriver. On peut dire que même les fenêtres de Trianon, même la nature était un théâtre de la nature. La réalité n'était nulle part dans le monde de Marie-Antoinette. Voilà, je vous remercie.